Demain soir, c'est Halloween. Bon, ok, je poste cette vidéo une semaine après, mais regarde quand même, je pense que ça peut t'intéresser. La fête où on allume les citrouilles, on se déguise et on se raconte des histoires de fantômes. Nos fantômes les plus terrifiants ne se cachent pas dans nos maisons hantées, mais ils vivent à l'intérieur de nous. La peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces fantômes-là, on ne peut pas les chasser avec une lampe torche. Ils subsistent en nous jusqu'à ce qu'on s'y confronte pour de vrai et qu'on réussisse enfin à les apprivoiser. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble nos ombres intérieures et qu'on se pose cette question fondamentale: et si nos peurs avaient quelque chose à nous dire? Bonsoir et bienvenue sur Escale. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sarah. J'ai créé Escale pour rencontrer des personnes inspirantes, trouver des parcours alternatifs pour ceux qui ne souhaitent pas rentrer dans des cases. Les premières sources d'inspiration de ce podcast sont le voyage, mais surtout les personnalités nomades qui se sont construites au travers de leur pérégrination. Et aujourd'hui, je profite de la fête d'Halloween pour aborder le sujet des peurs. Parce que quel meilleur jour pour dédramatiser que celui de la fête où on rit de ce qui nous effraie. Parce que bizarrement, même si Halloween plaît beaucoup et qu'on adore écouter des histoires qui nous font peur, dans la vraie vie, on passe beaucoup de temps à les fuir. On les met sous le tapis, on les évite et on passe notre temps à faire semblant qu'elles n'existent pas. Et pourtant, nos fantômes intérieurs ne sont pas là pour nous détruire, mais pour révéler des choses à l'intérieur de nous. Une vérité qu'on a tant de mal à laisser sortir. Ils sont là donc souvent pour nous apprendre sur nous-mêmes et non pas nous terroriser au quotidien. Mais ça va dépendre de si on ose s'y confronter ou pas. Car plus on les fuit, plus elles prennent de la place et nous empêchent de nous épanouir. Dès l'enfance, on apprend à associer la peur à quelque chose de négatif. Le monstre qui se cache sous le lit, nos pires cauchemars, ou tout ce qu'on n'oserait jamais faire. C'est marrant parce qu'on pourrait se dire que plus on est enfant, plus on a des peurs, mais plus je grandis et plus je me rends compte que c'est en grandissant qu'elles prennent de plus en plus de place. Alors je me suis demandé, mais comment ça se fait? Et je pense avoir compris qu'en fait, nos peurs sont simplement notre boussole interne. Une boussole qui pointe vers ce qui compte réellement pour nous. Notre vérité, les choses qu'on a envie de tenter et qu'on n'oserait pas faire. Les territoires inconnus qu'on rêve de conquérir. Les goals à atteindre qui nous effraient autant qu'ils nous excitent. Et plus on essaye de s'y confronter, et plus on se rend compte que finalement, contiennent en eux la clé pour ouvrir une nouvelle porte. D'ailleurs, Carl Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'intérieur étant justement ce qu'on a envie de cacher, qu'on enfouit profondément pour ne pas avoir à y faire face, ou même cette solitude qu'on n'ose pas apprivoiser. Nos fantômes intérieurs sont donc les parties de nous qu'on n'ose pas toujours regarder. Nos insécurités, nos doutes, nos désirs cachés, ou même les interdits qu'on nous a imposés et qui rendent les choses beaucoup plus intéressantes. Et donc c'est pour ça que c'est souvent là la matière la plus riche de notre identité. Je te propose de faire un exercice à chaque fois que tu ressens une peur de faire quelque chose, même une peur minime, comme oser parler en public, tenter enfin de faire ce voyage solo que tu as toujours eu envie de faire, toucher du doigt une carrière où tu n'as jamais osé te projeter. Chacune de ces peurs, même minimes, lance-toi dedans, confronte-la et essaye de comprendre qu'est-ce qui te fait peur là-dedans. Est-ce que cette peur est une vraie peur ou est-ce qu'en fait c'est une envie cachée? Car oui, on pense que la peur est un mur, quelque chose qui nous bloque, qui se dresse contre nous pour nous empêcher d'avancer, alors que c'est totalement l'inverse. Car bien souvent, la peur est une porte. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une entrée vers un terrain inconnu, vers une version de nous-mêmes qu'on n'a pas encore rencontrée. La peur, c'est juste le niveau qu'il va falloir surmonter, comme dans un jeu vidéo, pour pouvoir atteindre ce niveau 2, ou 3, ou 4. En tout cas, le niveau supérieur. Je sais pas si tu connais le concept du voyage du héros. Ça a été imaginé par Joseph Campbell qui disait « La caverne où vous avez peur d'entrer contient le trésor que vous cherchez ». J'ai même envie d'ajouter « depuis très longtemps ». Le voyage du héros, c'est un guide en 12 étapes. Étape 1, le héros est dans son monde ordinaire. C'est la routine, un moment lambda. L'étape 2, c'est l'appel à l'aventure. Le héros fait face à un problème, à un défi à relever, qui le place face à l'étape 3, le moment de la peur de l'inconnu. Le problème ou le défi à relever est nouveau. Ça lui fait peur, il ne sait pas s'il va pouvoir surmonter ça. Ce qui l'emmène donc à l'étape 4, la rencontre avec un nouveau mentor. Une personne plus âgée ou qui a en tout cas, du moins, plus de savoir que lui. Et va l'aider à accéder à l'étape supérieure. Parfois, le mentor donne une arme magique, un secret, une clé, ou toute autre chose qui pourrait aider le héros dans sa quête. Mais celui-ci n'accompagne pas le héros, il doit faire son voyage tout seul. Cette rencontre lui permet d'accéder à l'étape 5. L'étape 5 qu'on appelle le seuil. Le héros est embarqué dans son aventure, il ne peut plus faire demi-tour, c'est trop tard. C'est toujours tout droit, il faut qu'il avance. Vient ensuite l'étape 6, où le héros subit les épreuves, il rencontre des alliés et des ennemis. Pour le héros, ça fait comme ça.
il est sur le flanc de la montagne et il est en train de grimper. Donc plus tu grimpes, plus c'est difficile. Donc il arrive dans la zone 7, qui est l'endroit le plus dangereux. Celle où il y a le plus de défis à relever, où il va falloir qu'il déploie le plus de force et qu'il aille chercher des ressources en lui en profondeur, car c'est à cette étape-là que l'objet de sa quête se cache. Ce qui lui donne accès à l'étape 8, qui est l'épreuve suprême. Celle où il frôle la mort. C'est pour dire qu'il est sur le fil et que c'est l'instant charnière où tout va basculer vers l'étape 9. Celle où il s'empare de l'objet, l'élixir qu'il cherchait depuis le début, la solution à son problème. Vient ensuite la redescente de la montagne. Là, il est arrivé au pic, il a capté ce qu'il voulait attraper et il redescend à l'étape 10, qui est le début de son chemin retour. Mais il n'a pas fini, parce que sur son chemin retour, parfois, il s'agit d'échapper, parce que quand tu arrives au pic de la montagne, tu ne peux que redescendre. Mais quand tu es au-dessus, tu attires les jaloux. Donc forcément, sur le chemin du retour, il peut pas relâcher sa garde. Il doit encore échapper à la vengeance de ceux dont l'objet a été volé. Ce qui l'amène à l'étape 11, où le héros revient de son monde extraordinaire, qu'il l'a transformé en une personne nouvelle, il a acquis des nouveaux skills, et il est donc transformé par cette expérience. Ce qui l'amène à l'étape 12, qui se rapproche finalement de l'étape 1, puisqu'il retourne dans son monde ordinaire, mais avec l'objet de sa quête qui lui permettra d'améliorer le monde, et qui donnera par la même occasion un sens à sa quête. Et ça, c'est présenté comme un cycle. On appelle ça le parcours du héros ou le voyage du héros. Et c'est un peu aussi les structures des récits de storytelling. J'étais tranquille dans ma vie, je suis tombée malade, j'ai eu un accident, je sais pas trop quoi. Et il a fallu que je me confronte à quelque chose de nouveau. Ah, je voulais pas, j'étais réticent. J'ai fait une rencontre, quelqu'un qui m'a poussé, qui m'a motivé, qui m'a dit que demain ça irait mieux, que j'allais y arriver, etc., etc. Et donc, il passe le seuil de bon bah, on va y aller, on se lance dans l'aventure. Il y a les épreuves, on essaye de remarcher. Je pars du principe que c'est l'accident par exemple. On essaye de remarcher, de se remettre en forme, de se remettre en mouvement. Je suis sur le fil du rasoir parce que je mets en danger mon corps parce que je le réactive alors qu'il était blessé. Je suis sur le fil du rasoir parce que je pousse. Je me mets à un niveau limite. J'arrive à atteindre ce stade où j'ai trouvé ma solution, ma façon de faire, mon exutoire, mon sauvetage, je ne sais quoi. Je retourne chez moi avec des nouvelles compétences, mais j'ai quand même changé, donc il y a des gens qui m'en veulent, qui vont vouloir me tirer dans les pattes. J'ai été transformée par l'expérience. Je retourne dans mon monde avec des connaissances en plus, intérieures, extérieures, que je transmets à d'autres pour rendre le monde meilleur. Voilà. Bref, tout ça pour revenir à cette histoire de trésors cachés derrière nos peurs. Et c'est exactement ça avec nos fantômes qui nous effraient. Ils cachent plus de trésors que de traumatismes. Pour donner un exemple, la peur de parler en public révèle peut-être notre désir profond d'être entendu. La peur d'échouer, quant à elle, peut révéler notre soif de créer, d'essayer ou de vivre pleinement de la manière dont on a envie. Et de tenter des choses et d'amener des choses nouvelles ou de nouvelles manières de faire les choses. D'apporter sa touche finalement. Avec le temps, j'ai donc compris qu'il ne s'agissait pas de combattre mes peurs comme une bagarre avec un ennemi, mais plutôt de les apprivoiser, d'apprendre à entendre ce qu'elles essaient de me dire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur, derrière ce déni d'envie? Parce qu'on se dit « Ah, ça, j'aime pas » ou « ça me dérange ». Ça éveille en tout cas quelque chose en moi, un intérêt qui peut sembler parfois négatif, parfois non, mais qui en dit plus qu'une simple indifférence. Pour donner un exemple, c'est comme quand on voyage dans un pays inconnu. Parfois on est excité, c'est vrai, mais d'autres fois, on est simplement effrayé. La première nuit par exemple. Tout paraît hostile, tout est inquiétant. Les bruits, les sons, les odeurs, le manque de lumière, d'autres façons d'aborder les gens, les regards. La première fois, ça peut nous terrifier. Et j'ai un exemple comme ça, cette année j'ai été au Mexique et il y a une ville qui s'appelle Puerto Escondido qui est au bord de la mer, dont j'imaginais pas du tout la vibe dans les rues. Et le premier soir, je me retrouve à vouloir sortir parce que je voulais faire un tour dans le... je savais pas trop à quoi ça ressemblait le premier jour. Enfin, je savais qu'il y avait une zone... Je savais pas trop à quoi m'attendre. Le premier soir, je voulais aller manger, je voulais aller dîner dehors et du coup, je voulais aller dans la zone où il y avait les restos, je savais qu'il y avait des bars, des choses... des endroits où se poser quoi. Et je m'attendais pas du tout à me retrouver dans un endroit, quelques lumières qui sont allumées, je dirais pas qu'il y a pas de lumière, mais il y avait quelques lumières qui sont allumées, donc il faisait nuit tôt en plus, sur le sol c'est poussiéreux et il y a des chiens errants. Avant de sortir, j'avais demandé à mon hôtel, est-ce que c'est safe de sortir toute seule à cette heure-ci, même s'il fait nuit et tout, on m'a dit non, il y a aucun souci. Donc je suis sortie avec confiance. Puis quand je me suis confrontée à la rue qui faisait sombre, que j'entendais des chiens errants, qu'il y avait personne dans la rue, en tout cas de mon côté, avant d'arriver à la zone,
Je suis re-rentrée tout de suite. J'ai pas osé affronter la rue toute seule, ça me faisait peur. J'ai avancé, j'ai vu qu'il y avait des femmes qui se baladaient toutes seules et je me suis habituée à l'endroit, j'ai compris qu'il n'y avait pas forcément de danger, même si ça paraissait impressionnant de se balader dans un endroit assez sombre. Je me suis rendu compte que bon, ça allait, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Et donc les autres fois, j'avais moins de mal à sortir toute seule de nuit sans non plus rester hyper tard et faire la folle, mais au moins j'étais plus terrifiée. Donc c'est un peu ça. La première fois, le début, tu connais pas, t'as peur, et puis petit à petit, tu découvres des visages, tu découvres des histoires, tu commences à appréhender un petit peu ton environnement, et au final, tu te sens de plus en plus chez toi. Bon, pas vraiment chez toi, mais tu te familiarises avec l'endroit, t'as moins peur de sortir, de prendre un peu plus de risques, de te mettre un peu plus à ton aise, sans non plus trop prendre la confiance. Je tiens à le préciser, il faut toujours faire attention à soi. Tout ça pour dire que nos peurs, ça fonctionne pareil. Au lieu de les fuir la nuit, on peut simplement les appréhender avec une petite lampe. Une petite lampe qui nous servira à regarder, à voir ce que ces peurs révèlent. Qu'est-ce qui se cache derrière? On met la lumière dessus, de spotlight, on va voir les détails de cette peur, parce que ça peut sembler comme un... je pourrais apparenter ça à une espèce de grosse boule noire, comme si c'était par exemple une foule. L'ensemble est dark, on va dire ça comme ça. Et ça se trouve, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a des gens sympas, il y a des... Mais eux, ils arrivent d'un endroit qui est pas éclairé. Si au lieu de fuir, tu pointes juste ta lumière vers eux, tu vas peut-être voir des visages qui vous familiers. Essayer de communiquer, tu vas essayer de comprendre, peut-être que tu vas te rendre compte qu'ils font pas peur. Et justement, cette grosse boule noire, cette grosse foule, cet amas, elle va peut-être te révéler des secrets, elle va peut-être te dire « Tiens, voilà ce que t'as et que t'as envie de révéler. » Ou « Regarde, c'est à cet endroit-là que t'as envie de grandir, je pense qu'il y a quelque chose à bosser. Regarde ce que ça cache. » Ou « Regarde sur cette voie, je pense que il y a quelque chose que tu peux explorer. Par ici, il y a quelque chose qui t'a toujours donné envie. Est-ce que tu irais pas voir un peu si tu trouves ton compte? Donc voilà, cette semaine, c'est un petit épisode parce que j'avais pas trop le temps d'en faire un grand et je voulais vraiment me focus simplement sur les peurs pour t'amener sur un chemin auquel tu n'avais peut-être pas pensé et t'amener à voir tes peurs d'une manière nouvelle. Alors en cette soirée d'Halloween, entre 2 bonbons et une citrouille allumée, je t'invite à penser à tes propres fantômes. Quels sont ceux que tu continues à fuir? À quoi t'as pas envie de te confronter depuis bien trop longtemps? Qu'est-ce que tu enfouis sous le tapis? Quelle est cette chose que tu nies depuis bien trop longtemps? Toutes ces questions qui peuvent en révéler bien plus sur toi que tout ce que tu fais en pleine conscience, dans les zones qui ne t'effraient pas trop et les terrains que tu connais depuis bien trop longtemps. Et si au lieu de craindre ces questions, tu leur offrais une chaise à ta table juste pour voir ce qu'ils ont à te dire? Parce qu'il y a une chose que tu dois pas oublier, nos fantômes intérieurs ne disparaissent jamais totalement. Ils peuvent devenir des alliés si on accepte de les apprivoiser. Par contre, si on les fuit, ils peuvent nous maudire pendant des millions d'années. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode t'a plu. Il était un peu particulier, je crois. Tu me diras ce que t'en penses. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et je te le conseille parce que si ça fait peur, il va falloir enfin s'y confronter. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine et bye!